Pourquoi la dynastie des Tang nous fascine? Dans cette série de podcasts, nous allons redécouvrir la dynastie des Tang et essayer de comprendre comment cet empire est devenu le plus prospère, international et innovateur pays du monde, en léguant à l'humanité le riche patrimoine qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Épisode 18, peinture de paysage des Tang. Il est clair que le paysage n'était pas une nouveauté pour la peinture des Tang. Depuis de nombreux siècles, les peintres intégraient des éléments de paysage dans leurs œuvres, mais principalement comme arrière-plan ou dans le cadre de peintures murales. Mais au cours de la dynastie des Tang, la peinture de paysage est sortie de l'ombre et est devenue une discipline à part entière. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Il y avait plusieurs raisons. L'une d'elles était l'influence de la peinture bouddhiste. Le bouddhisme semble avoir une connexion innée avec la nature. Les grands temples bouddhistes sont souvent construits dans les montagnes. Des tableaux de peinture chinoise datant du 5e siècle représentent des temples célèbres entourés de montagnes. Mais la nature restait à cette époque un élément secondaire que le peintre représentait en général de manière assez vague. Parmi les artistes qui ont contribué à l'émergence de la peinture de paysage, Zhongbing, qui a vécu au IVe siècle, donc peu de temps avant les Tang, ce peintre essayiste, bouddhiste et ermite a voyagé toute sa vie. On lui attribue le plus ancien texte sur la peinture de paysage. Il y écrit « Les paysages ont une existence matérielle, mais ils nous atteignent aussi dans un domaine spirituel. » Inévitablement, le taoïsme basé sur les enseignements de Lao Tzu, qui prônait une vie simple et honnête, en harmonie avec la nature, devait également avoir une influence sur la peinture paysagère des Tang. Les montagnes paradisiaques où demeuraient des dieux et immortels étaient une importante thématique des tableaux et des peintures murales datant des Tang. Le chapitre 64 du Dao De Jing, l'œuvre de Lao Tzu, contient un passage qui est connu dans le monde entier. Un arbre avec la circonférence de l'étreinte d'un homme grandit à partir d'une petite pousse, une terrasse de 9 étages s'élève d'un panier de terre, un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Il y avait bien sûr plusieurs courants ou écoles de peinture de paysage sous la dynastie des Tang. L'un d'entre eux s'est illustré par un peintre appelé Li Cixun. Il ne l'imaginait probablement pas, mais il est aujourd'hui considéré comme le principal représentant de la peinture de paysage des Tang. Il était issu de la famille impériale des Tang, menait une vie politique active et portait le titre honorifique de général. Son fils, Li Jiadao, était également un peintre célèbre. On les appelle parfois le grand et le petit général Li. Ils sont connus pour avoir réalisé des œuvres du style dit Qinglu Shanshui, paysage bleu et vert, en raison des deux couleurs dominantes utilisées dans les tableaux. Un style très différent de la peinture de paysage des époques ultérieures, qui n'accordait pas d'importance aux couleurs. On retrouve les mêmes bleus et verts dans les peintures murales des prestigieuses grottes de Dunhuang, sur la route de la soie. En effet, des chercheurs croient que ce style de peinture venu de l'Occident est parvenu à travers la route de la soie jusqu'à la capitale de l'Empire des Tang. Ces peintures de paysage répondaient à un besoin des Tang qui était de plus en plus à la recherche de profondeur dans la vie. Comment exprimer la spiritualité dans l'art? Les portraits n'auraient jamais pu y parvenir. Ils avaient besoin d'un style qui montre les merveilles du monde, et dans une perspective parfaite, la beauté de la profondeur de l'espace. Wu Daozi était un nom incontournable pour parler de la peinture des Tang. Il a perdu ses deux parents à un jeune âge et a vécu une vie difficile dans ses premières années.
Il a appris son métier auprès d'artistes et de sculpteurs populaires et s'est forgé une bonne réputation à l'âge de 20 ans. Il a été invité par l'empereur Xuanzong à être peintre impérial à la cour. En tant que tel, il ne pouvait peindre qu'à la demande de l'empereur, ce qui était très contraignant. Cependant, il buvait toujours en peignant, ce qui libérait quelque peu sa créativité. On raconte qu'il attirait les foules lorsqu'il peignait, en raison de sa vitesse effrénée et de sa capacité à peindre à grands traits sans faire de croquis au préalable. Il réalisait principalement des peintures murales religieuses. On estime qu'il a fait environ 300 peintures murales et une centaine de parchemins. Wu Daozi est considéré comme l'un des meilleurs peintres de la dynastie des Tang. Il excellait à représenter des personnages, mais aussi des paysages. C'était un peintre complet. Wang Wei a développé un autre style. Nous l'avons déjà rencontré en tant que poète célèbre. Mais à la fin de sa vie, il vivait reclus dans le district de Lantien, dans la province du Shanxi. Son style est décrit comme humaniste et ancré dans le monde réel. L'art de Wang ne peut être reconstitué que théoriquement sur la base de documents contemporains et de copies de ses peintures qui nous sont parvenues. Il est surtout connu pour ses paysages monochromes à l'encre, notamment des paysages de neige. Ce dernier exigeait l'utilisation d'une technique de lavage à l'encre. Les peintures de Wang Wei étaient à la fois innovantes et traditionnelles, mais c'est certainement la combinaison de sa maîtrise de la peinture et de son talent poétique qui lui a valu un statut quasi mythique ultérieurement. Ce qui est intéressant, c'est que nombre de ces artistes ont choisi à un moment donné de leur vie de vivre en ermitage. Certains ont suggéré que cela pouvait être pour des raisons religieuses. Le grand peintre et poète Wang Wei, par exemple, était un bouddhiste fervent. A-t-il choisi de vivre dans la solitude pour mieux méditer ? Ou voulait-il plutôt fuir la société, déçu du monde politique, ou encore banni par la haute société ? La réclusion et l'isolement signifiaient généralement qu'on devait se retirer à la campagne. Ce n'est pas un endroit facile pour envisager de peindre des personnages, si tant est que vous puissiez trouver des personnes à peindre. Mais c'est un endroit parfait pour peindre des paysages shanshui, à savoir de montagne et d'eau. Certains peintres des Tang étaient assez réalistes et puisaient l'inspiration dans leur propre quotidien. Han Huang, par exemple, était connu pour ses tableaux représentant des bœufs. Premier ministre sous le règne de l'empereur Dozong, il se rendait souvent à la campagne pour enquêter sur les conditions sociales. Il a intégré son intérêt pour l'agriculture et sa sympathie pour les paysans dans ses œuvres picturales. Il a aussi réalisé des paysages ruraux. Plusieurs de ses œuvres ont été découvertes dans la tombe d'un prince. Ces peintures montrent une touche légère, principalement des peintures de paysages à l'encre et au lavis, dont la plus unique est la représentation du soleil. Une autre raison explique l'essor de la peinture de paysage sous la dynastie des Tang, la passion de la noblesse de l'époque pour l'architecture. Ces ducs et princes adoraient construire des pavillons, des palais et des cités. Ils avaient tous beaucoup de murs blancs à décorer avec quelque chose. Alors pourquoi pas une peinture de paysage ? Les murs des temples étaient principalement couverts de peintures sur le thème du bouddhisme et du taoïsme. Mais la décoration des maisons était principalement constituée de paysages, de fleurs et d'oiseaux. Les peintures de paysages ont été fortement influencées par la poésie paysagère et vice-versa. Les poètes étaient souvent peintres et calligraphes. Il s'agissait d'une quête tout à fait naturelle pour les Tang de la poésie dans la peinture et de la peinture dans la poésie. On l'a déjà dit, la peinture de paysage sortait de l'ombre sous la dynastie des Tang. Après avoir servi pendant des années de cadre et de fond à la peinture figurative, elle est devenue une forme d'art à part entière. Il ne s'agissait plus d'un complément à la poésie, mais d'un partenariat avec elle. Et il n'y avait pas une, mais trois traditions distinctes. Une tradition de paysage luxuriant, un style ancré la vie et une forme douce légèrement colorée.
Parmi les trois, les paysages à l'encre allaient s'imposer comme le courant dominant de la peinture de paysage chinoise et devenir le principal moyen pour les lettrés d'exprimer leurs émotions et leurs pensées. Remerciement spécial à Sanlian Zhongdu pour nous avoir aidés à préparer les scripts. Rendez-vous au prochain épisode.